Madame, monsieur, bonjour. Regardons ensemble les titres de ce dimanche et à la une, l'ouverture de la COP26 le 31 octobre et auparavant, ce week-end s'est tenu en présentiel à Rome en Italie, le G20, malgré l'absence des leaders chinois, japonais et russes. Dans un contexte, vous le verrez, de tensions autour de la gestion internationale, de nombreux sujets sont sur la table tels que la crise sanitaire en passant par la relance économique ou encore la question environnementale. Les enjeux sont multiples. Après une semaine de beau temps, la pluie est de retour et parfois massivement. 4 départements sont placés en vigilance orange pour pluie, inondation et crue. Un épisode cévenol et méditerranéen n'ayant abouti à aucune intervention dans le Gard samedi, alors qu'il est tombé fréquemment entre 100 et 120 mm de pluie. Enfin, en ces vacances de la Toussaint, nous partirons Futuroscope qui a revêtu ses déguisements d'Halloween, accompagné de ses 7000 citrouilles ou encore de ses diverses créatures effrayantes, faisant pas dire de bonheur aussi bien les enfants que les plus grands. De nombreux enjeux et sujets sur la table évoqués pour une 16e réunion du groupe des 20 et un premier retour en présentiel depuis le début de la crise sanitaire. Malgré l'absence des dirigeants russes, chinois et japonais, toutefois les activistes anti-G20 se sont réunis par milliers à Rome, un rassemblement organisé par l'initiative Friday Defense for Future, créée par Greta Thunberg, afin de faire pression sur les dirigeants présents. Les forces de l'ordre se sont toutefois mobilisées, mais les sujets abordés seront également à l'ordre du jour à l'occasion de l'ouverture de la COP26 aujourd'hui, alors que le pape François a appelé vendredi à trouver des réponses urgentes face à la crise écologique. Explication avec Émilie Dubac. Le G20 regroupe depuis plus de 20 ans plusieurs puissances économiques afin de discuter et de travailler autour des enjeux internationaux. Ce week-end, des représentants de plusieurs États membres se sont donc réunis à Rome alors qu'il existe de nombreux conflits sur la gestion du monde. Ainsi, il y a derrière ces discussions un espoir de réduire ces désaccords ou au moins de réfléchir aux questions financières, sociales, écologiques ou encore de santé publique. L'objectif de cette réunion est notamment de se mettre d'accord sur les enjeux climatiques. Il va permettre de mesurer la place des engagements écologiques dans les priorités des grandes puissances économiques avant la COP26 qui se déroule dans quelques jours en Écosse. Cependant, les représentants chinois et russes participent uniquement par visioconférence, ce qui complique les discussions alors que ces deux pays ont un impact notable sur l'écologie. D'autres pays qui ne font pas partie du G20, tels que le Portugal, sont déjà eux très engagés sur ces questions et pourraient ainsi servir de modèle aux puissances économiques. Le Portugal est le pays qui a le plus diminué ses émissions de gaz à effet de serre parmi les États membres de l'Union européenne. Son investissement important dans l'installation d'éoliennes en mer, de panneaux photovoltaïques sur les toits d'établissements publics ou encore ses innovations comme les panneaux solaires flottants permettent un développement important de la production d'énergie renouvelable. De plus, il faut faire face à la pénurie d'énergie sans précédent qui est une grande menace pour l'économie mondiale. Certains annoncent une réelle crise alors qu'on assistait à une reprise économique. En effet, partout le prix du gaz, du charbon, de l'électricité mais aussi du pétrole ne cesse d'augmenter. Les flux de marchandises sont de plus en plus importants alors que les stocks d'énergie approchent l'épuisement. On assiste donc à un renversement de la situation économique qui semblait pourtant pouvoir s'améliorer. Ainsi, face à une demande croissante, les producteurs n'ont d'autre choix que d'agir sur les tarifs. En Europe, le prix du gaz a largement été multiplié par 5 par rapport à 2020. Ce week-end en Italie était aussi l'occasion de discuter des multinationales. Les membres du G20 souhaitaient alors entamer une réforme de la fiscalité qui tendrait vers une égalité des taxes à l'échelle mondiale. Au programme, il y a aussi le sujet de la crise sanitaire. L'épidémie est mondiale, c'est alors l'occasion de discuter des stratégies adoptées par chaque pays pour lutter contre le Covid-19. 2 ans après son apparition, le virus provoque encore de nombreux décès. En Russie, le record de mortalité et de contamination a été franchi. La production de vaccins a un impact économique important. Les États présents lors de ce rassemblement ont donc tout intérêt à évoquer la question de la vaccination qui a été traitée différemment dans chaque pays. Par exemple, aux États-Unis, la vaccination est autorisée à partir de 5 ans, depuis cette fin de semaine. Des nouvelles de Sa Majesté la Reine Elisabeth II qui ne pourra malheureusement pas être présente lors de cette COP26, invitée par ses médecins à au moins 2 semaines de repos forcé. Elle pourra toutefois assurer des tâches plus légères. Son état de santé inquiète certains de ses sujets
mais la souveraine s'est montrée en forme dans les médias et on peut la voir toute sourire lors d'une visioconférence. Le bras de fer franco-britannique, lui, subsiste sur le nombre de licences de la pêche accordées aux pêcheurs français dans les îles anglo-normandes, un sujet faisant partie des conditions liées au Brexit. La France qui souhaite obtenir davantage de licences et dont l'Angleterre ne l'entend pas de la même oreille. On vous décrypte la situation avec Maïki Suplon. À compter du 2 novembre prochain, les navires de pêche britanniques auront l'interdiction de débarquer dans les ports français. Plusieurs contrôles de gendarmerie auront lieu après l'annonce de la France mercredi dernier. Londres a jugé ces mesures totalement disproportionnées. Les relations entre la France et Londres sont de plus en plus mauvaises après que le ministère des Affaires étrangères britannique a annoncé ce jeudi, pour répondre aux menaces de rétention de Paris, qu'ils allaient convoquer Catherine Colonna, l'ambassadrice française au Royaume-Uni. Après l'annonce de Paris, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, avait déploré, lui, que le gouvernement britannique ne comprenait que le langage de force, a-t-il dit. Un affrontement aura lieu aujourd'hui entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la République française Emmanuel Macron, un affrontement qui devrait être sur haute tension. Ce samedi, l'opposition s'est mobilisée au Soudan afin de protester contre le coup d'État militaire et la prise de pouvoir du général Abdel Fattah el-Burhan. Leur objectif étant clair, mettre la transition démocratique en avant, un pays miné par de multiples conflits. Hier, 2 personnes ont été tuées, ce qui s'ajoute au bilan de 11 morts depuis le début des rassemblements lundi dernier. Les forces de sécurité restent toutefois mobilisées. Retour en France où 4 départements sont toujours placés en vigilance orange pour pluie et inondations. Il s'agit de l'Ardèche et de la Lorraine. Le Gard et le Var sont aussi concernés par une vigilance pour crue. Soyez donc prudents si vous devez vous déplacer dans ces régions. Il est tombé à certains endroits jusqu'à 2 mois de pluie. Maïki Suplon. Le beau temps que la France a eu ces derniers jours, c'est le retour de la pluie pour ce week-end d'Halloween. Météo France a placé 4 départements en vigilance orange pour pluie et inondations pour l'Ardèche, le Gard, la Lozère et le Var. Dans la nuit de samedi à dimanche, des orages d'une forte intensité peuvent toucher le littoral avec des cumuls de pluie qui peuvent aller jusqu'à 80 mm en 3 heures de pluie sous les orages les plus forts. D'autres précipitations seront attendues dans la nuit de dimanche à lundi, mais ils devraient être moins importantes que celles de vendredi à samedi soir. De fortes cumuls de pluie ont eu lieu dans les Cévennes, qui étaient aussi touchés par ces intempéries début de ce mois avec le Gard et l'Hérault notamment. Météo France a aussi placé plusieurs départements en vigilance jaune comme l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, en raison de fortes de pluie et des risques d'inondation et d'un risque d'orage. C'est hier que s'est tenu le meeting d'Éric Zemmour. Près de 200 personnes sont venues manifester contre sa venue au Zénith de Nantes, où vous étiez hier, Davian May. Bonjour Steven, bonjour à tous. Alors en effet, je suis ici au Zénith de Nantes pour la conférence d'Éric Zemmour, juste avant le début de cette conférence qui a débuté aux alentours de 17h30 ici à Nantes. Une manifestation s'est déroulée juste en face sur le parking avec plusieurs heures qui a nécessité l'intervention des forces de police jusqu'à environ 18h. La conférence s'est tenue jusqu'à 18h45. Ensuite a suivi un point presse du polémiste et ex-journaliste Éric Zemmour est possible candidat à la présidence de la République. Ancien journaliste du Figaro, ancien chroniqueur de CNews, Éric Zemmour a donné une conférence au Zénith de Nantes en Loire-Atlantique ce samedi à 17h, officiellement pour y faire la promotion de son dernier ouvrage « La France n'a pas dit son dernier mot ». Les réactions à la venue du polémiste présenté comme candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2022 ont été très nombreuses. Le média Nantes Révolté dénonce la tenue d'un meeting fasciste. Le média avait invité à saboter le rendez-vous, c'est ce qui a provoqué des émeutes aux abords du Zénith, peu avant la venue d'Éric Zemmour. À son arrivée, des chants scandant « Zemmour président » retentissent dans la salle.
Éric Zemmour commence son discours en répondant aux manifestants dehors et en rappelant son attachement pour la vie Sont des gens. déclarés fascistes les démocrates, les libéraux, les patriotes, les croyants, les centristes, même de gauche. Même Emmanuel Macron est fasciste. Bref, pour Staline, doit être taxé de fascisme quiconque n'est pas communiste. Éric Zemmour a parlé de différents thèmes qu'il évoque dans son livre, notamment l'immigration. On ne veut pas vivre avec, car avant, on vivait très bien sans. Ensuite, place à un question-réponse entre le public et Éric Zemmour. Éric Zemmour a ensuite répondu à la presse sur les questions de cette conférence, notamment autour de son livre. M'invite et qui demande l'entrée sera payée, la salle, etc. Mais moi, il n'y a pas un sou pour moi. Je tiens à le dire. Maintenant, la vente des livres, si j'ai toujours vendu des livres, je suis d'abord un écrivain. Là aussi, ça n'a pas de rapport. Nous avons par ailleurs interviewé un jeune du mouvement Génération Z. Qu'est-ce qui l'a poussé à rejoindre ce mouvement ? À militer pour quelqu'un qui n'est pas encore candidat. Donc ça déjà, ça donne envie. Aujourd'hui, voter Zemmour, c'est voter pour le seul candidat de droite qui est vraiment apte à se battre et à gagner, on va dire. Et Zemmour, c'est quoi ? C'est aussi l'espoir, permettre de nous projeter dans l'avenir en sachant qu'il y aura une France qui sera pérenne pour nos enfants en fait. Et ça, c'est important pour nous les jeunes. Enfin, Stanislas Rego, le président de Génération Z, a répondu à nos questions. Contrairement aux autres mouvements de jeunesse, nous on remplit les salles d'Éric Zemmour. Je crois qu'à nous seuls, avec Génération Z, nous étions plus de 200 aujourd'hui. Les 200 membres de Génération Z, c'est les salles de meeting de beaucoup d'hommes politiques en ce moment. Donc on remplit les salles. C'est un peu la réponse facile, mais qu'il faut quand même souligner. Après, nous on a un mouvement qui n'a pas encore de candidat déclaré. Et nous, notre but, c'est vraiment de prouver à Éric Zemmour et à la population française que s'il se présente, une part de la jeunesse de France sera derrière lui. Ça fait pas l'ombre d'un doute qu'il sera candidat. Maintenant, c'est à lui de décider de son moment. C'est très heureux d'avoir Jean-Frédéric Poisson dans nos rangs. C'est un homme intègre, c'est un homme qui se bat pour ses idées, qui a eu des postes extrêmement importants au sein de la République. Et moi, j'en suis heureux. Et moi, je dis à toutes les personnes qui nous rejoignent merci. Et je dis surtout à tous ceux qui ne nous ont pas rejoints, venez. C'est ici que ça se passe, c'est chez nous que ça se passe. Nous sommes les réels opposants à Emmanuel Macron. En même temps, c'est terminé. Éric Zemmour, à l'inverse d'Emmanuel Macron, qui est le en même temps, le dévoiement permanent, on a Éric Zemmour qui, lui, a une ligne claire, précise et qui pourra changer les choses profondément. Bien, cette journée pour Éric Zemmour, place à plus de 3 heures de dédicace qui durera jusqu'à presque 23 heures. Tout autre chose à présent, on évoquait la crise sanitaire et la vaccination il y a quelques instants, sujet au cœur de multiples fausses informations. Une affiche placardée dans les rues de Paris indique que les effets secondaires des vaccins ont engendré plus de 25 000 morts en Europe. Bonjour Théo Tornet, cette affiche dit-elle vrai ? Bonjour Steven, une affiche qui ne rassure pas les antipasses sanitaires. En effet, une affiche placardée dans les rues de Paris et qui a été relayée sur les réseaux sociaux mentionne que 25 248 personnes seraient mortes en Europe due à la vaccination contre le Covid-19. Alors si on additionne toutes les causes de mortalité des personnes vaccinées et décédées à l'aide de la base de données de l'Agence européenne du médicament qui recense les effets secondaires des vaccins, on arriverait à ce chiffre. Or, cela ne prouve pas qu'il s'agit du nombre de morts dû au vaccin. Ce chiffre de 25 000 recense des pathologies, sauf qu'il existe différentes pathologies et la personne peut mourir entre ces différentes pathologies. Là, on parle de 25 000 signalements et non de 25 000 morts à cause du vaccin en Europe. Et si on regarde en France, seule une dizaine de cas de thrombose mortelle ont été recensés pour le vaccin AstraZeneca. Autre question cette fois-ci concernant la plateforme Instagram, dont une lanceuse d'alerte accuse le groupe Facebook détenteur de ce réseau social d'avoir caché à ses utilisateurs les effets néfastes et notamment auprès des plus jeunes. Alors, une ancienne salariée de Facebook, Frances Haugen, accuse devant le Congrès américain le groupe qui a changé de nom et s'appelle maintenant Meta, de cacher l'impact négatif d'Instagram sur les adolescents. Le tout basé sur des fuites de documents internes. Interrogé par France Info, le PDG de Facebook France, Laurent Soli, assure que c'est une étude qui a été faite sur des jeunes femmes qui éprouvent une forme de mal-être. Sur 12 des critères, 11 des points montrent qu'Instagram améliore leur vie sociale. Sauf que si on regarde les deux études internes que Facebook a rendues publiques
Pour se défendre, ce n'est pas tout rose. Alors, en effet, d'un côté, Instagram a un effet positif sur les sentiments de tristesse, de solitude ou d'anxiété, mais ce n'est pas le cas pour les adolescentes qui souffraient d'une mauvaise image de leur corps et qui, malheureusement, aggrave le problème dans 1 cas sur 3. Alors, autre étude, et cette fois-ci, elle se focalise sur la santé mentale des adolescents. Et là, dans ce cas, on constate que les jeunes en difficulté ont le sentiment qu'Instagram empire les choses. En clair, Instagram n'est malheureusement pas fait pour tout le monde. Merci beaucoup Théo pour ces explications. Partons désormais dans la Vienne en escapade découvrir les plus belles décorations au Futurowin, alias Futuroscope, qui se prépare pour ce soir à faire pétrir de peur aussi bien les enfants que les plus grands, dans une ambiance toutefois bon enfant, comme a pu le constater, déguisé, accompagné de sa citrouille Davian Maé. Regardez. Ce week-end d'Halloween, notre équipe a décidé de s'amuser et de se rendre en région Nouvelle-Aquitaine, près de Poitiers, au Futuroscope. À notre arrivée, nous décidons du programme en fonction de l'attente notamment et commençons par l'attraction de Sébastien Loeb avec 40 minutes d'attente. Le but de cette attraction, alors qu'une fuite dangereuse a lieu à Strasbourg, la voiture de rallye de Sébastien Loeb est utilisée pour ramener à temps le matériel nécessaire. Vous embarquez en tant que coéquipier avec un casque de réalité virtuelle. Ensuite, direction la danse des robots. 60 minutes d'attente, dansons pendant l'attente en musique. Nous embarquons ensuite dans ce bras mécanique à différents niveaux et nous choisissons le numéro 3. Ouf, ça décoiffe la tête en bas. Direction ensuite Cosmic Shock. Vous êtes plongé à 75 degrés avec les étoiles. Visite d'une petite exposition sur l'aérospatiale. Et pour notre journaliste, petit moment de détente dans l'espace en presque apesanteur. En ce week-end d'Halloween, direction la table d'Arthur au restaurant menu à thème d'Halloween et la décoration avec. Nous terminons notre week-end au spectacle La Clé des Songes. On plonge dans le royaume des rêves aux côtés du légendaire marchand de sable et nous partons en quête de la mystérieuse Clé des Songes. La féerie des effets aquatiques en 3 dimensions, des jeux de lumière et des projections d'images sur des écrans d'eau. Il faut vite la retrouver. Et la libérer. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bel après-midi sur R1. Plus que jamais, le harcèlement scolaire est d'actualité. Entre le hashtag anti-2010 ou plus récemment le suicide de Dina, une collégienne harcelée. Alors, comment s'en sortir? À qui en parler? Et que faire lorsque l'on est témoin de harcèlement? Romain pose ces questions et bien d'autres à 2 référents académiques au harcèlement scolaire dans le nouveau numéro de FAQ, samedi prochain à 10h.